Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle on va parler des troubles 10. C'est une capsule vidéo qui s'adresse aux parents qui souhaitent aider leurs enfants, qui ne savent pas comment, quels sont ces troubles, comment les aider dans les devoirs à la maison, mais les enseignants peuvent aussi utiliser cette vidéo dans le cadre de leur pratique pédagogique. Donc on va essayer de savoir de quoi on parle quand on parle des troubles 10, de quoi il s'agit. Il faut savoir que ce sont des troubles cognitifs durables et persistants. On ne peut pas parler d'une observation faite sur un minimum de temps. Non, ce sont des troubles qui perdurent, qui sont durables, qui durent dans le temps et qui sont multiples. On n'a pas qu'une seule observation, on en a toujours plusieurs. Donc ça c'est important à retenir pour pouvoir parler de troubles 10. Donc troubles cognitifs durables et persistants qui regroupent aussi bien les capacités orales, les capacités écrites, les capacités liées au raisonnement logico-mathématique, les capacités liées aussi aux gestes et à l'attention sans qu'il y ait de déficience intellectuelle. Et ça c'est important de le noter parce que quand on a des troubles 10, on ne parle pas de déficience intellectuelle. Ce n'est pas la capacité intellectuelle qui est touchée, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est normal, c'est que j'ai des notes, parce que quand on parle de trouble 10, c'est quelque chose qui est vraiment c'est assez conséquent. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à dire, donc ne vous inquiétez pas, j'ai quelques notes qui sont là juste sous mes yeux pour que je n'oublie rien. Voilà. Ensuite, comment on le détecte actuellement en France ? Je dis en France parce que, par exemple, au Luxembourg ou en Belgique, c'est une autre procédure de détection et une autre prise en charge. Donc là, on va parler uniquement sur, en France, comment ça se passe, comment on détecte ces troubles 10. Donc déjà, les parents, vous êtes en capacité d'observer que votre enfant a quelques difficultés au niveau des apprentissages, ou alors ça peut être par le biais de l'école. L'institutrice ou l'instituteur de votre enfant est en capacité de vous dire qu'il a observé certaines difficultés scolaires dans les apprentissages. Alors à quel moment on détecte les troubles 10 ? Déjà, il faut savoir que quand on parle de détection, qu'on officialise un trouble et qu'on le diagnostique, c'est à partir du moment que l'enfant entre dans les apprentissages, donc à partir de 6-7 ans, quand il entre au CP, CE1. C'est à partir de là que on peut entrer dans la procédure de détection et de prise en charge et de remédiation pédagogique, d'aide scolaire pour votre enfant. Mais bien évidemment, ce sont des troubles qui peuvent être observés avant l'entrée dans les apprentissages, donc avant l'âge de 6 ans. Cependant, pour qu'on pose un diagnostic de manière formelle, il faut toujours attendre l'entrée dans les apprentissages, donc l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, du calcul à partir de 6-7 ans. C'est quoi la procédure quand on détecte, quand on observe et qu'on détecte qu'il y a un trouble scolaire, un trouble 10. Eh bien déjà, vous allez aller faire un bilan chez l'orthophoniste, ou alors chez un psychologue ou chez un psychomotricien. Donc c'est avec ce bilan-là que vous allez pouvoir être aidé, que votre enfant va pouvoir être aidé à l'école. Voilà, avec ce bilan-là, l'école va pouvoir mettre en place différentes choses. Alors, soit elle met en place ce qu'on appelle un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé, ça c'est propre aux enseignants de l'école, au corps enseignant de l'école de votre enfant. Ou alors, ces bilans-là vont vous permettre de déposer un dossier à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Et en fait, ce dossier-là va passer en commission, en CDAPH. Voilà. Et cette commission va dire quoi ? Va dire, effectivement, il y a un trouble avéré qui a été diagnostiqué pour l'enfant. Et dans ce cas-là, on va mettre en place un PPS. Le PPS, c'est quelque chose qui est officialisé entre vous, votre enfant, l'école et la MDPH. L'école va être obligée de suivre les remédiations pédagogiques que la MDPH va préconiser. Donc c'est quelque chose qui est plus formel, qui est plus officiel qu'un PAP. Voilà. Il y a d'autres dispositifs, PPRE, PAI, qui existent pour
qui existent dans le cadre scolaire pour aider l'enfant, mais on va pas en discuter dans cette vidéo parce que ce qui nous intéresse ici, c'est voilà, la mise en place d'un PAP ou d'un PPS. Voilà, le PAP, c'est propre à l'école. Et à ce qu'ils décident de mettre en place dans la structure scolaire pour l'enfant, alors que le PPS, c'est vraiment quelque chose qui officialise le diagnostic posé du trouble 10 pour votre enfant et de la remédiation pédagogique qui est mise en place et qui sera vérifiée par un référent en lien avec la MDPH. Voilà, donc ça c'est pour la détection et la procédure mise en place pour votre enfant. Vous maintenant, comment aider votre enfant à la maison? On va aborder tous les troubles 10, on va voir qu'est-ce qu'on observe dans chacun des troubles et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme aide pour votre enfant. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 3 troubles du langage écrit qui regroupent la dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie. En général, mais attention, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas une science qui, comment dire, officielle. Hein. Quand il y a dyslexie, il y a très souvent dysorthographie. Donc on va voir que les remédiations pédagogiques possibles, aussi bien pour un enfant qui serait dyslexique, peuvent aussi convenir pour un enfant qui est dysorthographique. Donc 3 troubles du langage écrit. On commence par la dyslexie, c'est celui qui est le plus connu. Un enfant dyslexique, c'est le plus commun, on va dire. La dyslexie, ça touche la lecture, les capacités de lecture. Donc les principaux problèmes rencontrés, c'est la confusion entre les lettres, entre les sons, le B, le D, le Q, le P. Donc l'enfant va, quand il va lire, en fait, il va confondre ces lettres-là. Et il faut savoir que c'est quelque chose de mouvant, de dynamique. Donc ce qu'il va lire à un moment donné, s'il le relit, il peut le relire d'une manière différente, parce que c'est quelque chose qui est mouvant, qui change. On a aussi une perte de sens. C'est pour cela que dans les remédiations pédagogiques ou les remédiations que vous allez faire à la maison avec votre enfant, il faut toujours utiliser des phrases courtes. Parce que si les phrases sont trop longues, en fait, l'enfant va perdre le sens de ce qu'il a commencé à lire, de ce qu'il a compris, jusqu'à temps d'arriver à la fin de la phrase. Donc c'est très compliqué pour lui, pour l'enfant dyslexique, de comprendre ce qu'il lit, tout simplement parce que si les phrases sont trop longues, il va perdre le sens. Déjà qu'il y a une confusion. Alors après, il y a beaucoup plus de facteurs. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Les formations que je donne, par exemple, sont sur plusieurs jours. Les formations données aux enseignants sont sur plusieurs jours. Donc là, on est vraiment dans une synthèse de ce que vous pouvez observer et mettre en place à la maison avec vos enfants. Donc, comment vous pouvez l'aider? Déjà, l'utilisation d'un ordinateur peut considérablement être bénéfique et aider votre enfant. Donc, n'hésitez pas en fait à le faire passer sur ordinateur. Ça va beaucoup l'aider. Vous pouvez aussi utiliser une taille de police, la police d'écriture, comprise entre 14 et 18. Donc, 14, 16, 18, c'est une bonne taille de police. Vous pouvez aussi utiliser soit vous téléchargez une police spéciale 10 sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur de votre enfant, soit si vous n'avez pas la capacité de télécharger une police spéciale 10, dans ce cas-là, vous utilisez la police Arial ou Calibri. Vous mettez en place une interligne à 1,5 voire 2. Et si vous êtes sur un système d'écriture manuel, écriture à la main, ce que vous pouvez faire, c'est surligner les différentes lignes, d'accord? Pas les phrases, mais les différentes lignes d'une couleur différente. Soit vous faites ça et votre enfant s'en sort, soit vous surlignez mot par mot d'une couleur différente. Ça va lui permettre de fixer son attention et de fixer son regard sur la ligne ou sur le mot à lire. Donc ça l'aide. Vous pouvez aussi utiliser les cartes mentales. Alors les cartes mentales, pareil, je ne vais pas vous faire un cours sur les cartes mentales, mais c'est un système en arborescence. Ce système en arborescence, en fait, se cale sur le fonctionnement du cerveau. Ça permet d'organiser les idées beaucoup plus facilement. Donc, soit l'enfant est en capacité d'écrire et de faire lui-même ses propres cartes mentales quand il apprend ou qu'il doit mémoriser une leçon, soit il n'est pas en capacité. Dans ce cas-là, il peut aussi passer par l'ordinateur. Alors, il y a des logiciels qui existent. Pareil, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais je vais vous en citer 2. Par exemple,
FraMindMap, ou MindView sont des logiciels de création de cartes mentales qui peuvent aider votre enfant à mémoriser ses cours. On a ça. Vous pouvez aussi utiliser pour des enfants plus petits et qui ont un problème de lexique mental, donc un problème de mémorisation de vocabulaire. Vous pouvez utiliser le Scrabble ou le Pictionary. Ça, ce sont des jeux qui fonctionnent bien aussi pour les enfants qui ont une dyslexie et une dysorthographie. Donc ça, c'est pour la dyslexie. Pour la dysorthographie maintenant, il faut savoir que c'est un trouble qui touche les capacités orthographiques de l'enfant. Donc les principaux problèmes rencontrés, ça va être des mots qui vont être illisibles pour lui ou pour les autres. Il va avoir des difficultés à écrire correctement sans faute. Il va y avoir une irrégularité entre les mots et entre les interlignes. Et puis, bien évidemment, toutes les règles orthographiques sont très compliquées à mémoriser, à intégrer pour l'enfant dysorthographique. Donc les remédiations à mettre en place avec votre enfant qui serait dysorthographique sont exactement les mêmes que les remédiations que je viens de citer dans le cadre d'une dyslexie. Ensuite, le troisième trouble du langage écrit, c'est la dysgraphie. Alors, ça touche le geste d'écriture, la dysgraphie. Donc, on va avoir une écriture qui va être plutôt lente, qui va être plutôt crispée, qui peut être molle, qui peut aussi être impulsive. Donc là, la dysgraphie, au niveau des remédiations, eh bien, ça va plutôt être de l'ordre externe, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, votre enfant, je vous conseille de le faire suivre par un orthophoniste ou par un ergothérapeute pour qu'il soit accompagné. Vous pouvez aussi lui commander des manchons spécifiques pour tenir son stylo ou son crayon. Il y a des crayons aussi en forme de triangle qui existent. Donc là, encore une fois, ça va être le professionnel qui va être capable de vous dire quel matériel serait le mieux à utiliser pour aider votre enfant. Les remédiations que vous pouvez mettre en place déjà avec votre enfant dysgraphique sont les mêmes que celles que j'ai citées pour l'enfant dyslexique. L'utilisation d'un ordinateur, d'une police spéciale 10, un surlignage, etc., etc. Mais malgré tout, il va falloir une remédiation par un professionnel externe. Donc, encore une fois, voilà, orthophoniste, ergothérapeute, parce que là, ça touche le geste au niveau de la dysgraphie et votre enfant va avoir besoin d'un matériel spécial pour tenir ce qu'on appelle l'outil scripteur, le stylo, le crayon à l'école. Donc voilà pour la dysgraphie. Maintenant, on va aborder le trouble de l'apprentissage au niveau des mathématiques. Donc c'est ce qu'on appelle la dyscalculie. Donc la dyscalculie, c'est une difficulté dans la lecture et l'écriture des chiffres, des nombres. On va avoir des problèmes à mémoriser ces multiplications. Donc là, il y a une autre vidéo que j'avais fait sur comment mémoriser ces tables de multiplication avec les mains. Donc ça peut être aussi, je vous invite à aller la regarder, ça peut être aussi une astuce pour aider votre enfant à mieux mémoriser ces tables de multiplication. Quelle remédiation vous pouvez mettre en place pour votre enfant dyscalculique? Comment vous pouvez l'aider? C'est l'utilisation des doigts comme support pour comprendre. C'est aussi le fait de donner du sens aux mathématiques. Parce qu'en fait, la problématique des mathématiques, c'est l'abstraction. Les mathématiques sont faites d'abstraction et un enfant dyscalculique va avoir énormément de mal à comprendre cette abstraction. Donc il faut donner du sens, il faut donner des exemples concrets quand il y a un problème, quand il y a une explication à donner, utiliser des choses de son quotidien, utiliser des choses qui ont du sens pour lui tout simplement. Utiliser les schémas, utiliser les dessins, utiliser du matériel Montessori, des Lego, des réglettes. Alors, où trouver ce type de matériel-là? Donc, j'ai pas de commission ou de partenariat avec les entreprises que je vais vous citer, mais moi, quand il y a besoin, je commande chez eux. Il y a Optoys et Hugo 10. Vous pouvez aller voir ces sites-là qui fournissent du matériel pédagogique et qui peut être vraiment très très efficace et très bénéfique pour votre enfant, pour tout type de 10. Là, je vous parle pour les enfants dyscalculiques, mais après pour des enfants qui auraient un
un autre trouble 10, la dysgraphie par exemple, pour citer ce trouble 10-là, Hugo 10 et Optoys vous proposent aussi des manchons ergonomiques, vous proposent du matériel de géométrie, des règles antidérapantes, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces sites-là, parce que vous pourrez trouver du matériel pour aider votre enfant. Donc ça, c'est pour le trouble de la dyscalculie. Maintenant, on va passer au trouble de la dyspraxie. Donc ça, la dyspraxie, ça touche, c'est l'altération en fait des fonctions motrices et également la motricité fine. Donc les problèmes, c'est de la coordination des muscles pour enchaîner des gestes. Ça touche aussi donc la motricité fine, je viens de le dire. Comment faire pour aider votre enfant à mieux vivre sa dyspraxie? Eh bien, c'est de maximiser toute la verbalisation. Quand il fait ses exercices, qu'il a des exercices à faire à la maison, verbaliser avec lui. Est-ce que tu as bien compris? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as une idée des différentes étapes que tu vas suivre pour faire cet exercice-là? Donc, il faut l'aider à verbaliser pour bien comprendre son raisonnement et les différentes étapes qu'il va utiliser pour arriver à un résultat. Vous pouvez aussi l'aider en utilisant un ordinateur, le laisser utiliser l'ordinateur pour faire ses exercices, lui laisser du temps supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le fameux tiers-temps, qui est donné en général pour tous les élèves qui ont un diagnostic de trouble 10. On va éviter les présentations trop chargées, Alors il y a des belles présentations qui existent, des présentations de cours avec des beaux polycopiés, mais quand il y a trop de dessins, que c'est trop chargé, eh bien ça perturbe l'enfant, ça l'empêche, en fait son attention est perturbée et ça l'empêche de se focaliser, de se concentrer sur l'essentiel du cours à retenir. On va utiliser aussi donc un matériel adapté. Donc là, encore une fois, vous pouvez aller sur Hugo 10, sur Optoys, etc. Par exemple, des ciseaux à ressort ambidextres. Ça peut aider. Vous pouvez utiliser certains jeux comme le Jenga. Ça aide beaucoup sur la motricité fine pour les élèves, les enfants dyspraxiques. Et enfin, il me reste un dernier trouble à voir avec vous, c'est la dysphasie. Donc c'est le trouble du langage oral. Au niveau des problématiques rencontrées pour un enfant dysphasique, c'est qu'il va avoir un récit qui est peu organisé. Il va y avoir un délai aussi dans les réponses qu'il va apporter aux questions que vous lui posez. Et il va avoir d'importantes difficultés de compréhension des consignes et d'expression. Son expression va être très compliquée. Il va vraiment avoir des difficultés à parler, encore une fois, sans qu'il y ait une déficience intellectuelle. Ça, c'est vraiment important de le dire. Au niveau des remédiations, comment faire pour aider cet enfant dysphasique? Eh bien, on va favoriser l'utilisation de matériel visuel. Alors là, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les cubes à histoire. Donc ça, c'est pareil. Encore une fois, vous allez sur Hugo 10 ou sur Optoys, vous pourrez trouver ces cubes à histoire. Ça permet en fait de faciliter la prise de risque langagière pour l'enfant. Donc voilà, c'est ludique, il lance son dé, il va tomber sur une image et donc là, on va lui demander de décrire l'image. Alors, en fonction de l'âge de l'enfant et de ce qu'on veut travailler avec lui, bien évidemment, les images sont adaptables. Il y a des cubes à histoire pour les enfants de maternelle, de primaire, mais vous pouvez aussi adapter les cubes à histoire pour des enfants, des adolescents, en fonction de ce qu'ils ont à apprendre et ce que vous voulez travailler avec eux. Il faut que vous attiriez aussi l'attention de votre enfant quand vous lui expliquez quelque chose ou quand vous travaillez avec lui sur un exercice ou que vous lui expliquez la théorie d'un cours. Ou que vous lui expliquez tout simplement ce qu'il a à mémoriser. Donc pour attirer son attention, soit vous lui touchez l'épaule, en fait, il faut que vous vous assuriez que vous ayez son retour visuel dans ce que vous êtes en train de lui raconter. Ça, c'est important parce que l'attention pour l'enfant dysphasique est importante dans le fait qu'il comprenne bien en fait ce que vous êtes en train de lui dire. Donc il faut que vous attiriez son attention. Il faut que vous fassiez comme pour l'enfant dyslexique des phrases courtes. Idéalement, il faudrait qu'il y ait l'information essentielle de ce que vous êtes en train de lui dire à la fin de la phrase. Et puis, vous pouvez lui permettre aussi de décrire un mot plutôt que de nommer directement ce mot quand il n'y arrive pas. Ça évite le cercle vicieux de l'échec
et ça lui fait travailler son lexique mental en fait, son vocabulaire. Donc il peut décrire un mot sans forcément le nommer s'il a des difficultés à le nommer. Voilà, donc on a vu les 6 troubles 10, donc la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dyscalculie, la dyspraxie et la dysphasie. Si vous avez envie de partager vos expériences avec vos enfants ou de me poser des questions, n'hésitez pas à le mettre par exemple directement dans vos remarques à la suite de cette vidéo, ou alors vous pouvez m'envoyer un mail directement en suivant l'adresse de mon site web. N'hésitez pas, c'est toujours important, vous n'êtes pas seul. Il y a des choses qui existent, qui peuvent vous aider en tant que parent, dans votre rôle de parent par rapport à vos enfants et par rapport à leur scolarité. Il y a des associations aussi qui existent. Je vous les mettrai dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, vous n'êtes pas seul et vous pouvez véritablement aider et accompagner votre enfant au mieux. Il faut savoir que un enfant qui a un trouble 10 ou plusieurs troubles 10, parce que ça existe, les troubles 10, plusieurs troubles 10 chez un enfant avec aussi des troubles associés, comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on en parlera dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que ces enfants-là ne sont pas voués à l'échec. Bien au contraire, quand ils sont bien accompagnés et dès leur plus jeune âge, on a des très belles réussites scolaires d'enfants avec des troubles 10. Donc voilà, il faut rester optimiste, positif, parce que une bonne prise en charge, un bon accompagnement peuvent permettre à votre enfant de réussir sa scolarité et d'aller loin dans sa scolarité si c'est son souhait. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule pédagogique. À bientôt!